Fondée en 1988 à l'initiative de Centraide Québec, la Fondation Québec Philanthrope couvre les territoires de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches et de ses environs. Elle fait partie du réseau des fondations communautaires du Canada qui regroupe plus de 200 fondations à travers le pays. Nous sommes une des 14 plus importantes fondations au Canada. Au Québec, nous comptons 10 fondations communautaires. À la Fondation Québec Philanthrope, nous comptons sur plus de 850 créateurs de fonds philanthropiques pour plus de 100 millions de dollars d'actifs. Chaque fonds philanthropique est comme une fondation privée, ce qui nous permet de distribuer dans la communauté plus de 5 millions de dollars par année à des organismes de bienfaisance enregistrés. Nous administrons tous ces fonds et nous occupons de tous les volets administratifs et légaux. Il n'y a pas de coût associé à la création des fonds philanthropiques. À chaque année, nous analysons les besoins de la communauté pour guider les créateurs de fonds dans leurs choix. Car ce sont eux, les créateurs de fonds, qui déterminent à qui leurs dons seront distribués. Leurs causes deviennent les nôtres. Nous offrons aussi tout le support administratif pour les levées de fonds, dont l'émission de reçus de charité. Nos frais d'administration sont seulement de 1 % de la valeur totale de notre actif et sont perçus à même les rendements de celui-ci. Nous sommes donc une solution clé en main pour tout individu, famille ou entreprise qui souhaite pérenniser ses dons dans la communauté. Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour un potentiel projet ensemble et n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Maintenant, j'aimerais vous présenter Mme Maude Caron-Morin, associée avocate fiscaliste chez Terrien Couture Jolicoeur, qui vous partagera de l'information très pertinente sur la création de fonds philanthropiques. On ne peut pas parler de dons planifiés sans parler d'impôt au décès. Peu de gens le savent, mais au décès, on est présumé vendre la totalité de nos biens à la valeur marchande. Il existe effectivement certaines exemptions et exonérations d'impôts. On peut penser par exemple au transfert des biens au décès qui se font au conjoint, qui va se faire par roulement fiscal. Il y a l'exemption pour résidence principale. Il y a certaines exemptions également en matière agricole lorsqu'on veut transférer l'entreprise agricole à nos enfants et tout ce qui est produit d'assurance vie. Par contre, on se déclenche quand même un bon montant d'impôt au décès, puis une bonne façon de rediriger l'argent qui autrement irait aux autorités fiscales vers une cause qui nous est chère, c'est d'intégrer un don par testament. Je vous ai fait un petit exemple de ce que ça peut représenter de l'impôt au décès pour une succession dont la valeur totale de ses actifs au décès est de 1,5 million de dollars. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est quand même, somme toute, une succession moyenne lorsqu'on pense à la maison, au placement, aux produits d'assurance, aux véhicules, peut-être même la résidence secondaire. Donc, si on a cette succession-là dont la valeur totale des actifs est de 1,5 million et que ces actifs-là avaient été achetés initialement pour un coût d'achat total de 500 000 ça veut dire que dans notre déclaration de revenus au décès, on devra inclure un gain en capital d'1 million de dollars. Ce que ça représente en impôts, sachant que le gain en capital est imposable à 50 % et que le taux d'imposition marginal maximal est actuellement de 53,31 %, ça représente un impôt d'approximativement 266 500 $ qui sera à payer au moment du décès. Donc, le montant réel qui sera légué aux héritiers, habituellement les enfants de cette succession-là, c'est notre 1,5 million de valeur, moins notre impôt au décès de 266 500 $, ce qui laisse une balance de 1 233 450 $. Si j'inclus dans cette même succession-là un don par testament de 250 000 $, donc j'ai toujours ma valeur totale de mes actifs au décès d'1,5 million. Ces actifs-là ont toujours été achetés pour 500 000 $, mais j'insère mon don par testament de 250 000 $. Ce que ça représente au niveau de l'impôt au décès, j'ai toujours mon gain en capital d'1 million de dollars qui sera imposable à 50 % à un taux d'imposition marginal de 53,31 %. Par contre, je pourrais bénéficier d'un crédit d'impôt pour ma donation de 250 000 $ d'approximativement 48 % de 250 000 $. Donc, avec mon don par testament, le chèque que je vais envoyer aux autorités fiscales au décès est maintenant de 146 000 $. Le montant donc que je lèguerai réellement à mes héritiers, ça sera ma valeur totale de succession de 1,5 million, moins mon impôt au décès de 146 000 au lieu de 266 500 $, et je soustrais également mon 250 000 que j'ai donné à une cause qui m'est chère. Donc, le reliquat qui est légué aux héritiers est de 1 104 000 $. Donc, le coût réel de mon don de 250 000 est plutôt de 129 450 $ en raison du crédit d'impôt pour don. Au niveau du don par testament, en 2016, les autorités fiscales ont opéré une grande réforme des règles liées au don par testament, dans le but d'élargir la portée des types de dons qui peuvent bénéficier des règles fiscales du don par testament, mais également d'élargir la période au cours de laquelle on peut bénéficier du crédit d'impôt pour don.
Maintenant, le don par testament, ça vise, oui, le don qu'on a écrit dans notre testament, mais ça va viser également les dons faits par désignation dans un CELI, un REER, un FER ou un produit d'assurance vie, et ça visera également les dons qui sont faits par la succession. Depuis 2016 également, pour les fins du crédit d'impôt pour don, on utilise la juste valeur marchande du don au moment de la donation plutôt que d'utiliser la juste valeur marchande au moment du décès. Donc, depuis 2016, le don est réputé effectué par la succession. Ce que ça fait en sorte, c'est que maintenant, pour le calcul du crédit d'impôt pour don, on utilise la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert du bien par la succession vers l'organisme, plutôt que d'utiliser la juste valeur marchande du bien au moment du décès du donateur. Également, on a augmenté le montant maximum du montant admissible du don à 100% du revenu net au moment du décès, plutôt que 75% du revenu net lorsqu'on fait un don de notre vivant. Lorsqu'on sait qu'à notre décès, on déclenche un grand gain en capital, un montant important de revenus, ce qui fait en sorte que le 100% du revenu net, c'est un montant qui est très élevé. On a également, comme je vous disais, élargi la période au cours de laquelle on peut bénéficier du crédit d'impôt pour don. Avant, on pouvait utiliser uniquement le crédit d'impôt pour don dans les 2 dernières déclarations de revenus du défunt. Dorénavant, au niveau des successions qu'on appelle les successions assujetties au taux d'imposition progressif, qui sont normalement les successions qui sont dans leurs 36 premiers mois suivant le décès de la personne, on va pouvoir utiliser le crédit d'impôt pour don dans la déclaration de revenus de la succession pour l'année au cours duquel le don a été fait, dans les déclarations de revenus de la succession pour une année antérieure au don, et dans les 2 dernières déclarations de revenus du défunt, comme c'était le cas autrefois. Au niveau des successions qui cessent de se qualifier de successions assujetties au taux d'imposition progressif parce qu'elles ont franchi le cap du 36e mois, donc on est rendu au 37e mois jusqu'au 60e mois, le crédit d'impôt pour don pourra être utilisé dans la déclaration de revenus de la succession pour l'année du don et dans les 2 dernières déclarations de revenus du défunt. Donc, on vient de perdre les déclarations de revenus de la succession antérieures au don. Et dans tous les autres cas, on pourra seulement utiliser le crédit d'impôt pour don dans la déclaration de revenus de la succession pour l'année au cours duquel le don a été effectué. Dans tous les cas, le solde inutilisé du crédit d'impôt pour don peut toujours être reporté sur 5 ans prospectifs. En 2016, dans le cadre de la réforme fiscale liée aux dons par testament, le législateur est également venu harmoniser le taux du crédit d'impôt pour don avec les taux d'imposition des particuliers dans le but de corriger l'iniquité qui existait pour les donateurs à revenus élevés. Depuis 2016, les donateurs qui ont des revenus élevés vont avoir des taux d'imposition qui peuvent être plus élevés que l'ancien taux de crédit d'impôt pour don qui était à 48,22 %. Donc, dorénavant, le taux d'imposition est parfaitement harmonisé avec le taux du crédit d'impôt pour don. Également, dans le cadre de cette réforme-là, le législateur est venu enchâsser dans la loi la possibilité de transférer le crédit d'impôt pour don dans la déclaration de revenus du conjoint.